Top. Du coup, oui. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler des silos. Et comme le disait Christian, les silos, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop en agilité. Euh, on les a tous vécus. Si vous l'avez pas vécu, ça m'intéresse. Dites-moi, vous travaillez, je veux voir ce que ça donne. Parce que j'ai connu aucune entreprise, moi, aujourd'hui, où ils avaient vraiment disparu. Alors, je sais qu'il y a il y a des licornes, il y en a où ça existe, mais je l'ai pas vécu. Euh, et travailler sur comment supprimer les silos, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose d'essentiel dans mes connaissances pour améliorer la collaboration au sein de l'entreprise. Alors les silos, ils prennent plusieurs formes, hein. Et je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail, mais il y a deux formes de silos qu'on vit au quotidien. Donc, pour resituer, moi je travaille essentiellement dans l'IT. Et déjà au niveau des équipes elles-mêmes, souvent on en trouve des silos. C'est-à-dire le silo classique de ce qu'avant on appelait euh, MOA à MOA IT, qui maintenant est devenu le business, le PO et l'équipe de dev. On a changé les noms, mais souvent on n'a pas trop changé la dynamique. Donc ça, c'est un premier problème. Et la deuxième chose, c'est qu'on retrouve souvent aussi, donc en entreprise, c'est un cloisonnement en fonction des spécialités des personnes. Donc, on va avoir d'un côté les gens qui sont plus du côté du marketing, effectivement, et du business, des gens qui sont plus sur le produit et comment le créer, des gens qui sont plus sur la réalisation. Mais même au niveau du business, mais en fonction de nos spécialités, on va pas être beaucoup dans la collaboration. Alors, on travaille ensemble, mais pas forcément de manière collaborative. Et, alors, c'est très vieux, ça vient d'il y a longtemps. Et les silos, au départ, ils ont une fonction quand même protectrice. C'est-à-dire que c'est pas c'était pas, ça n'a pas été mis en place pour créer des problèmes. C'était vraiment, il y avait une question de protection des gens. Et pourquoi une fonction protectrice? Alors, il y a François Dupuis qui en parle très bien dans un bouquin qui s'appelle Lost in Management. La fonction protectrice dans le sens où le fait que ce soit cloisonné, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, en dehors de de ce silo-là, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Et ça permet un peu de protéger les gens dans leur travail pour être moins stressés ou moins sous la loupe des autres. Euh, et surtout, l'effet pervers, du coup, c'est aussi que c'est très rapidement la faute des autres, quoi. C'est-à-dire, nous, dans notre coin, on a bien fait notre travail. Par contre, eux, ils nous ont pas donné les bonnes choses. Ou, on est encore en train d'attendre que fasse ce dont on a besoin. Donc, il y a quand même comment dire, un but aussi long. Avant d'aller plus loin, donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Olivier Rouault. Je suis coach agile aujourd'hui chez Vestiaire Collective depuis un petit peu plus d'un an et demi. Et je suis également cofondateur d'une entreprise de conseil qui s'appelle Next et dans laquelle on fait de l'accompagnement agile évidemment et aussi de l'accompagnement sur de l'expertise technique. Je vous ai mis quelques liens, le site de notre groupe, euh, mon LinkedIn, le lien vers mon blog et aussi mon Twitter. Alors, je suis pas très actif sur Twitter, mais ça m'arrive des fois quand je vois des commentaires un peu qui m'intéressent. En tout cas, des fois, je réagis. Et je vais profiter, comme tout le monde, pour remercier grandement déjà l'organisation, parce que c'est beaucoup de travail. Ils le font sur leur temps libre, souvent, et sans eux, on serait pas là. Donc, merci beaucoup. Et aussi tous les sponsors qui permettent d'avoir cet événement et de le rendre accessible à tous gratuitement. Donc, sans eux, pareil, on ne pourrait pas faire tout ça. Donc, merci à tous. Avant de vous parler des ateliers, je vais vous raconter un petit peu quelle est la situation chez nous, donc, chez Vestiaire Collective, donc l'entreprise où je travaille, et on va commencer à où on en était il y a un an et demi à peu près quand je suis arrivé dans l'entreprise. Donc la collaboration, à quoi ça ressemblait? On avait d'un côté une équipe, donc ce que nous on appelle la core team chez nous, donc l'équipe qui serait le CODIR ou COMEX, comité directif, comité exécutif, comme on les dit classiquement dans d'autres entreprises, et ils ont une super idée. Alors, cette super idée vient souvent du CEO qui dit il faut absolument qu'on fasse ça. Et souvent, c'est une super idée. Je ne remets pas en cause la partie l'idée était bien. Ils en discutent entre eux. Ils se disent bah, du coup, on va faire comme ça, super. Euh, et ils vont aller communiquer ça donc aux parties prenantes côté business. Et donc, aux parties prenantes côté business, ils vont leur dire bah, voilà, on a eu cette super idée. Maintenant, il faut y aller. Débrouillez-vous pour qu'on puisse mettre ça en place. Et donc, à côté business, on va commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, voilà, ils ont chacun leur périmètre, hein, leurs produits, leurs clients, donc ils vont réfléchir à quelle est la situation et puis comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Et ils vont commencer donc là, ils vont déjà commencer à réfléchir à une solution. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, tout ce que je suis en train de dire, toute ressemblance avec une autre entreprise est éventuellement pure coïncidence, hein, c'est un disque chez nous. Donc, ils réfléchissent de leur côté, comment est-ce qu'on va aborder ce sujet-là?
Et une fois qu'ils ont leur solution et qu'ils disent, bah, ok, bah, du coup, on va faire comme ça, ils vont aller voir le super PO. Super PO avec sa cape de Superman, qui va lui essayer de comprendre de quoi il s'agit, parce que souvent, bah, malheureusement, il n'était pas là dès le début, donc il n'a pas toutes les billes. Donc, comprendre le contexte, essayer de savoir pourquoi on veut faire ça, et puis, ah bah, il va rédiger de la spec. Hein. Donc là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, hein, la MOA, assistance à maîtrise d'ouvrage, voire de la MOA. Et je commence à rédiger des spécifications sur, ben voilà, c'est ça qu'on veut faire. Je vais le détailler pour pouvoir l'expliquer par la suite aux équipes de développement, évidemment. Super équipe de dev qui va devoir implémenter tout ça. Donc il faut quand même qu'on leur explique comment. Ils rédigent ces specs, ils vont aller voir. Et eux, de leur côté, ben, une fois qu'ils ont les specs, ils vont commencer à implémenter. Alors ça, je tire un peu les traits, mais c'est quand même le schéma global, hein, de l'organisation telle qu'elle était, et telle que je l'ai connue dans beaucoup de sociétés. Alors dans les grandes sociétés, c'est d'autant plus visible, mais voilà, je suis arrivé dans une entreprise qui est beaucoup plus petite et plus en mode un peu start-up, et on avait quand même encore ce schéma-là qui était très présent. Et ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes, et le premier, c'est la perte d'information. Donc, dans toutes les discussions, quelles qu'elles soient, on sait qu'il y a de la perte d'information. Il y a ce que vous avez en tête, il y a ce qui se passe dans votre cerveau qui arrive jusqu'à votre bouche et que vous commencez à dire aux autres. Il y a du bruit entre le moment où vous avez émis un son et le moment où il est reçu. De l'autre côté, il y a des gens qui entendent quelque chose, donc ils ont encore perdu de l'information, et il y a leur cerveau qui va interpréter ce qu'ils ont entendu. Donc, on a 4 à 5 parties du chemin où on perd de l'information. Et ajouter à ça le fait que bah, tout le monde n'est pas là dès le début. Donc, on perd de l'information au fur et à mesure où on est parti de la core team, on est passé au business, on est passé par le PO, on arrive à l'équipe de dev. Quand on n'est pas arrivé à l'équipe de dev, on a perdu énormément de choses dans la discussion. Donc ça, c'est un vrai premier problème parce que du coup, souvent, on se retrouve avec, on comprend pas bien pourquoi on veut faire ces choses-là. Les gens essayent de l'expliquer, le PO il fait de son mieux, il va revoir les business holders, les parties prenantes. Il est de bonne volonté, il veut expliquer, mais c'est pas toujours évident et on se rend compte qu'en fait, non, on a perdu de l'information. Le deuxième gros problème, c'est qu'on perd des connaissances en amont. Et du coup, toute la réflexion qui a eu lieu, elle a eu lieu sur des données incomplètes. On ne sait pas bien comment fonctionne le système, on ne connaît pas exactement le processus, on a l'impression qu'on le connaît, même surtout côté business, on dit non, mais le processus avec mes clients, je le connais, et puis finalement, quand on va dans le détail, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Et à chaque étape, encore une fois, on manque d'informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, du coup, bah, ça complique les choses, clairement. Donc, au final, on va partir sur des solutions qui étaient peut-être pas forcément les meilleures et qu'on aurait pu anticiper avec plus de connaissances dès le début. Et le dernier point, c'est la frustration, qui est évidente et qui est due à tout ce qu'on vient de dire, c'est que plus on descend, plus il va y avoir de la frustration, mais pas que. C'est-à-dire qu'en haut aussi, il va y avoir de la frustration. Pourquoi? Parce que bah, c'est compliqué, c'est plus difficile que prévu, ça avance pas, on comprend pas pourquoi, c'est souvent un peu opaque, les informations bah, elles reprennent le même chemin avant de remonter les échelons aussi. Donc à tous les endroits, ça crée de la frustration. Soit en haut, on comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué, ça met aussi longtemps, et en bas, on comprend pas pourquoi, on nous a pas posé la question, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, non, mais il pense n'importe quoi, et comme le disait Marilyn, il me semble tout à l'heure, mais il change d'avis tout le temps, c'est insupportable. Alors non, c'est pas insupportable, c'est pour ça qu'on fait de l'agilité, mais j'y reviendrai peut-être un peu après. Donc on était à peu près dans ce schéma-là. Là, je fais un tableau assez noir, parce que je me suis concentré quand même beaucoup sur les problématiques. Par contre, on avait un terrain très fertile. Donc des gens qui sont de bonne volonté, et ça je le répète à tous les niveaux. C'est-à-dire que les personnes se lèvent pas le matin en disant tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour les embêter. C'est pas le cas, ils veulent que ça se passe bien. Et tout le monde veut que ça se passe bien, mais avec dans son univers. Donc il a sa vision, son contexte, et il sait pas trop ce qui se passe à côté, et il le prend pas en considération, pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il y pense pas et qu'il n'est pas habitué à le faire. Donc à tous les niveaux, on a de la frustration et ça. Mais on a un terrain fertile avec des gens qui veulent bien faire. Donc on se dit déjà, ah, il y a moyen de changer la donne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a travaillé beaucoup, et aujourd'hui ça ressemble à peu près à ça. De plus en plus d'ailleurs, et on commence déjà à aller à une étape un peu plus avancée encore. Donc on a toujours notre core team qui a des super idées de son côté et qui se dit ah voilà ce qu'on veut faire. Donc j'ai des exemples récents dont je peux parler parce que pour le coup ils sont plus du tout confidentiels chez Vestiaire. Il y a pas longtemps on a lancé un chat. Donc chez Vestiaire Collective, j'ai pas expliqué mais en 2 mots, c'est un site de e-commerce où on fait de la revente de produits à la base de produits de luxe. Ça s'est beaucoup diversifié dernièrement, mais
Et donc, c'est de la vente de produits de luxe de seconde main. Et donc, il y a beaucoup de discussions entre les gens, entre l'achat. Donc, si vous faites des achats en ligne sur des plateformes de ce style comme eBay, par exemple, ou Vinted ou autre, vous savez qu'il y a souvent beaucoup de discussions sur le prix, de la négociation, où on veut des détails, on veut plus de photos, etc. Donc, ils ont décidé de lancer un chat en se disant, ça va être génial, les gens vont pouvoir discuter, c'est super important. Donc, ils ont lancé cette idée-là. Donc, le chat était déjà défini, en fait. C'est-à-dire, on n'était pas sur quelle est la problématique, on était déjà sur, on veut mettre en place un chat. Ça, on l'envoie au business comme avant, mais là, pour le coup, le product owner, il est intégré tout de suite. Et mine de rien, ça change pas mal de choses. Le product owner va pouvoir travailler en collaboration avec le business pour réfléchir ensemble à l'équipe de direction a une super idée. Par contre, leur idée, elle vient avec plein d'initiatives en même temps. Donc, faire un chat, c'est pas anodin. Ça demande plusieurs étapes. Et là, on se dit, déjà, on va définir des indicateurs. Quels sont les indicateurs qu'on va pouvoir influencer grâce à cette initiative? Et pas juste des indicateurs, mais des objectifs aussi. Parce que si, alors ça c'est une éducation qui a pris un peu de temps, qui a l'air évidente, mais qui l'est pas du tout. Un indicateur à lui seul, il sert à rien. Si on n'a pas un objectif clair de qu'est-ce qu'on attend comme modification au niveau de cet indicateur, notre initiative, on n'a aucun moyen de savoir si elle a eu les résultats qu'on voulait. Donc, je suis en taux de conversion, je suis aujourd'hui à 8% et j'espère augmenter de 15%. Ou alors, finalement, on a mis ça en prod, 2 semaines après, on a augmenté de 1,5%, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, moi, juste les chiffres, ils me disent rien, quoi. J'ai besoin de savoir un petit peu plus. Donc, du coup, le business et le produit vont travailler ensemble et ils vont se challenger pour trouver un indicateur à améliorer, un objectif, et se dire, voilà, sur cette base-là, maintenant, quelles sont les solutions qu'on peut réfléchir. Et une fois qu'ils ont clarifié ça, et ben le PO va repart travailler avec son équipe. Donc, tous ensemble, ils vont réfléchir et ils vont continuer à réfléchir. Donc, il y a une première esquisse de solution. D'accord, ils ne sont pas arrivés les mains vides parce que business et produit ont déjà réfléchi en amont, mais il y a toujours cette possibilité. Et là, le PO arrive pas en disant on va faire ça, il arrive en disant on voudrait faire ça. Maintenant, dites-moi comment ça va se passer. Est-ce qu'on est bien? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Et donc, ils vont retravailler ensemble des premiers drafts de spec qui ont été faits en amont. Donc, on appelle ça chez nous les PRD, Product Requirement Documentation. Et ils vont les affiner ensemble. Donc, en discussion, en atelier de refinement, donc en réfléchissant, en prenant en considération la partie technique. Donc déjà, ça se passe mieux. Tout n'est pas parfait, mais les gens sont impliqués un peu plus qu'avant, et surtout, on arrive dès le début avec une solution, mais on y réfléchit un peu plus ensemble. Par contre, c'est quand même pas parfait, et on a encore des problématiques, notamment. Alors, pardon. Donc, on a un objectif commun qui a été partagé. Donc ça, l'objectif a été clair depuis le début et il est plus facile à expliquer à l'équipe. Donc ça, c'est l'un des points positifs aujourd'hui. Et on a aussi des meilleures solutions, clairement, parce que comme je vous le disais, on y a réfléchi ensemble. Les solutions sont souvent quand même plus adaptées et prennent en compte aussi des complications techniques. Par contre, on a toujours un manque de connaissances en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que, et c'est une dynamique, aujourd'hui, on est globalement dans ce schéma-là, mais la dynamique a déjà commencé à changer. On va voir ce que ça donne. Mais on a toujours un manque d'informations en amont dans le sens où on n'a pas encore les techs. Et ça, c'est toujours aussi super important. De la même manière que si les gens côté métier sont pas là pour nous expliquer ce qu'on veut faire et pourquoi ça va être compliqué, si la tech est pas là pour dire ça c'est super compliqué, ça c'est pas une bonne idée. Par contre, pour remplir ton objectif, si on travaille sur ce truc-là, peut-être que ça sera plus efficace et c'est beaucoup plus simple dans notre système. Si vous n'avez pas vu la conférence d'Arnaud Lemaire hier sur cette partie-là, je trouve qu'elle est très intéressante justement pour donner des pistes sur par où commencer, même d'un point de vue, c'était très technique, mais d'un point de vue fonctionnel, se dire, ah non, on va peut-être commencer par cette couche qui est un petit peu à l'extérieur et qui n'est pas trop de dépendance, qui n'est pas trop basse dans l'architecture, ça nous permettra d'avoir quelque chose de plus efficace. Voilà, donc maintenant ça c'est là où on est et où est-ce qu'on voudrait aller. Ce à quoi on voudrait que ça ressemble, c'est plutôt ce schéma-là où on a une core team, mais qui réfléchit plus à des solutions. Ils réfléchissent plus de leur côté à qu'est-ce qu'on veut faire. C'est pas le quoi, c'est le pourquoi vraiment. Et c'est de la vision en fait qu'on leur demande. C'est vers où on veut aller. C'est d'ici à 1 an, à 2 ans, c'est quoi le positionnement de l'entreprise? C'est où il faut qu'on soit par rapport au marché, par rapport à notre concurrence aujourd'hui. Quels sont les endroits où il faut qu'on se positionne? Et en fait, c'est là où ils ont, pour moi, la plus grosse plus-value. Ils sont là pour
donner cette vision à moyen long terme aux gens de l'entreprise et à faire confiance aux équipes pour dire, ben, en fait, voilà où on veut aller, dites-nous comment on y va, quoi. Et nous, on va vous donner les moyens d'y aller. Dites-nous de quoi vous avez besoin, expliquez-nous c'est quoi vos idées. Ils feront des choix. J'aime beaucoup ce fonctionnement. Donc, je reviens sur Basecamp parce que j'aime bien les livres qui partagent gratuitement en ligne. Si vous n'avez pas encore regardé, c'est très intéressant. Pour eux, toutes les équipes sont des équipes qui sont autonomes et chaque équipe est une mini-entreprise en fait. Donc, il y a un CEO qui est plus ou moins représenté par le PO. On a un CTO qui est représenté par un tech lead s'il y en a un ou par l'ensemble de l'équipe technique si besoin. Et en fait, ils pensent à des initiatives en fonction des objectifs de l'entreprise. Et ces initiatives, ils viennent les présenter. Donc là, du coup, la flèche est vraiment dans les deux sens. Ils viennent les présenter à la core team qui va dire bah, ça m'intéresse, ça c'est pas mature, ça c'est top, on y va, ça est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Et donc on va lancer les choses, mais les équipes ont toute la maturité et la confiance de l'entreprise pour vraiment travailler. Et en fait, si on a pris des gens, c'est parce qu'ils ont des expertises. C'est comme on dit en ligne en agile, on veut prendre les décisions au plus proche possible de l'information. Et le plus proche possible de l'information, bah, c'est les gens qui travaillent dessus au quotidien. Voilà. Donc l'objectif de tout ça, c'est déjà on a des objectifs qui sont clairs, une vision qui est claire. Donc la core team explique clairement et régulièrement où on veut aller et pourquoi aujourd'hui ça a l'air d'être la partie la plus importante. Et on fait confiance aux gens. On crée de l'autonomie, vraiment de l'autonomie. À partir du moment où on fait confiance aux gens qui sont dans les équipes, on est capable de leur dire bah, allez-y et puis dites-nous comment on va faire. Donc ça, c'est le monde un peu, enfin en quelques mots, mais le monde qui sera un peu parfait en tout cas. Maintenant, c'est très compliqué d'arriver à ça, et ça touche à la culture d'entreprise, principalement. Alors, comment est-ce qu'on a fait, nous, déjà, pour arriver de la première étape à la deuxième étape? Et c'est là, du coup, que je vais vous parler un petit peu des ateliers. Donc, on est passé par 4 ateliers que je vais vous expliquer. Alors, je ne vais pas forcément aller dans le détail des ateliers. Je vais vous donner une vision de un peu à quoi ça sert et comment est-ce qu'il fonctionne, et surtout, comment est-ce que nous, ils nous ont aidés ou pas aidés. Donc, ces 4 ateliers, leur objectif est de créer cette collaboration dès le début avec toutes les parties prenantes. Donc, partie prenante, pour rappel, hein, la définition d'une partie prenante, c'est toute personne ou groupe qui est intéressée et qui est impactée ou qui va impacter le projet et qui a un niveau d'influence. Donc, à un moment donné, les développeurs de l'équipe, le business, le produit, tout le monde est impacté par ça. Comment ça s'est passé sur ces ateliers? On s'est dit dès le début, il faut qu'on clarifie. Première étape, clarifier la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire et créer de l'alignement dès le début. Donc, la Lightning Session, c'est quelque chose qu'on a récupéré de Google. Alors, pour info, sur la toute dernière slide, je la présenterai pas parce qu'elle n'a pas forcément d'intérêt là maintenant tout de suite, mais les slides seront diffusés ou si ça vous intéresse, moi je peux vous les envoyer, pas de souci. Je vous ai mis les liens qui reprennent plus en détail ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, toutes ces infos-là seront dans les slides. Donc, Lightning Session, c'est quelque chose qui est utilisé par Google. Et concrètement, l'idée, c'est juste de venir avoir une discussion et de présenter le problème. On a une problématique et on va vous la présenter, on va vous expliquer pourquoi c'est une problématique. Donc, il y a 3 éléments qu'on veut répondre pendant cette session-là. Donc, c'est des talks qui sont assez courts, on n'a pas besoin d'y passer 30 ans. Google dit 10-15 minutes de leur côté. Moi, personnellement, avec l'expérience qu'on a eue chez nous, jusqu'à une demi-heure, ça me choque pas dans le sens où je pense que c'est important qu'on laisse quand même la place à la discussion. Il faut que les gens puissent réagir et poser leurs questions. Et donc, quels sont les éléments qu'on va présenter? C'est du coup, quel est le problème? Comme je disais tout à l'heure, quels sont les indicateurs et quels sont les résultats clés? Donc, un peu dans l'idée des OKR. Comment est-ce qu'on sait que cet indicateur-là, il a bougé de manière significative ou pas? Et comment est-ce qu'on sait si c'était une bonne idée ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on continue ou est-ce qu'il faut qu'on se dise, bah, finalement, on jette et on passe à autre chose, quoi. Et un troisième point qui est aussi super important, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions sur cette problématique-là? C'est-à-dire que concrètement, que fait le marché, que fait la concurrence, que font les gens par rapport à cette problématique-là? Si il y en a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui partagent. Donc voilà. La partie importante. Donc quand on sort de cet atelier-là, tout le monde est censé avoir compris ce qui se passe. Et il faut vraiment laisser libre cours à la discussion. Donc, le premier conseil, c'est déjà, faut pas trop préparer. C'est pas quelque chose où on a besoin d'arriver avec 12 milliards de slides, super beau, super construit. C'est pas important, ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir une discussion ouverte. Je veux que les gens qui viennent posent des questions et repartent en se disant, j'ai compris pourquoi on veut faire ça.
Je, je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est un autre souci, mais au moins je comprends quelle est la situation et j'ai compris pourquoi on essaie d'arriver de trouver une solution à ce problème-là, pourquoi c'est une priorité aujourd'hui. Donc, donner une vision claire euh, et prendre le temps de la discussion. Et la discussion, au début, elle n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que, alors après, ça dépend beaucoup des caractères et des équipes. Mais les gens pas forcément, surtout, alors moi, je vais repenser vraiment surtout côté IT, les gens vont pas forcément très naturellement poser beaucoup de questions. Ils ont tendance à, parce qu'on est habitué comme ça aussi, ils ont tendance à prendre les choses et dire, OK, bon, bah, il faut faire ça. Et non, en fait, s'il n'y a pas de questions, c'est pas bon signe, clairement. Il faut aller, il faut faire réagir les gens. Faire réagir les gens et en tant que facilitateur sur ce genre d'atelier, vraiment aller dire, euh, moi, le truc que j'aime bien, c'est comment est-ce qu'on ferait pour que ça se passe pas bien, quoi. Et ça, je le reprends souvent dans les autres ateliers, mais dans la Lightning Session aussi, quand il n'y a pas de questions, je me dis, aujourd'hui, si vous vouliez que ce problème y persiste, on ferait quoi? Euh, C'est-à-dire, est-ce que ça vous paraît clair ou pas? Donc, pas trop se préparer, c'est important. Préparer un minimum parce qu'il faut être capable de présenter ce que je viens de dire, mais perdez pas trop de temps sur des jolis slides. C'est un peu comme en review, quoi. Si on arrive un peu la review, on est là pour présenter ce qu'on a fait et puis en discuter et voir si on est aligné, qu'est-ce qu'on fait par la suite. Mais la préparation ne doit pas durer des heures. Et faut, faut pas que ce soit trop long. Et ça, c'est un des premiers problèmes qu'on a rencontrés nous au début et c'était pour le coup beaucoup ma faute. Parce que c'est un atelier qu'on a commencé à mettre en place et on a trouvé ça super intéressant, mais comme tout le monde, on a testé et puis on a appris au fur et à mesure. La première fois, ça s'est vite transformé en une description détaillée de comment ça se passe aujourd'hui. On a eu des diagrammes avec voilà, les différentes étapes du process, etc., etc. C'était extrêmement long. Ça a duré plus d'une heure. Les gens ont vite décroché. Et en plus, on a commencé à parler de choses qui faisaient pas partie du problème. On était beaucoup, beaucoup trop loin dans l'explication. Donc là, vraiment, l'un des trucs à garder en tête, c'est pas trop de préparation, encore une fois, et il faut pas que ce soit trop long. Voilà. 15-30 minutes, c'est suffisant pour discuter de tout ça. Donc voilà, ce premier atelier est plutôt simple, hein, c'est vraiment ça. On arrive, on discute, et on s'assure que tout le monde ait bien compris le problème et qu'on soit aligné. Hop. OK. Deuxième atelier. Donc là, on a l'objectif, on sait où on veut aller. Dans le sens où on a compris quel est le problème et on sait qu'on veut le résoudre. Le deuxième atelier, c'est l'event storming. Alors, l'event storming a pour objectif de connaître le système existant. C'est super important, le système tel qu'il est aujourd'hui. Cet atelier-là, donc pareil, moi, c'est parti d'un article que m'a partagé un architecte de l'entreprise en me disant, regarde Olivier, j'ai vu ça, ça a l'air vachement bien, est-ce que tu connais, est-ce qu'on pourrait faire ça? Et donc, j'ai commencé à regarder l'article. De l'article, je suis allé sur leur site, j'ai regardé les conférences de présentation pour comprendre un peu mieux. L'event storming à plusieurs niveaux, en fonction de votre objectif. Je ne vais pas rentrer dans tous ces niveaux-là, mais pour le coup, vraiment, ça permet de se dire, comme je disais au début, personne ne connaît l'ensemble du système. Personne n'a la connaissance concrète, globale de tout ce qui se passe. Et si vous voulez que ce soit efficace, il faut réunir des personnes de différents postes, avec différentes visions. Donc, que ce soit un utilisateur, une personne côté IT qui a travaillé, qui a développé dessus, une personne côté produit parce que elle connaît un petit peu qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et pourquoi, et des managers, vraiment tout le monde, quoi. C'est une invitation ouverte à partir du moment où les personnes sont intéressées, soit juste intéressées. Pour le coup, une personne qui veut juste assister parce qu'elle veut comprendre comment ça marche, ça ne pose aucun souci. Et en tout cas, des personnes qui ont travaillé sur cette partie-là. Donc, on va utiliser cette connaissance globale des gens pour avoir une carte beaucoup plus précise. Et on se concentre sur l'existant. Quel est le système aujourd'hui? Alors, comment ça se passe dans les faits? Première étape, on va partir des événements. C'est pour ça que ça s'appelle l'event storming. La toute première chose dont on veut parler, c'est les événements qui se produisent dans le système. Ces événements, donc un événement, c'est quelque chose de passé qui s'est produit et qui a un intérêt pour quelqu'un. Donc, concrètement, mon client, le produit a été ajouté dans le panier. Ça s'est produit et ça m'intéresse. Je veux savoir combien de produits ont été rajoutés, je veux savoir si j'arrive à faire de la conversion, donc est-ce que c'est vraiment acheté par la suite. Je veux savoir si ça reste longtemps dans le panier, que l'utilisateur finalement au bout d'un moment le supprime. Donc c'est un événement qui m'intéresse clairement. Et en termes de data, ça peut donner beaucoup d'informations. Donc on va passer par tous les événements et on ne s'intéresse que à ça. D'accord? Et donc
du début à la fin, on place les événements qui se produisent. Et là, brainstorming, vous faites des petits groupes et vous dites aux gens, allez-y, tous les événements qui vous passent par la tête et qui se produisent dans ce système, eh ben, matérialisés sur un petit post-it orange. Donc, post-it orange, événement. Une fois qu'on a ce workflow d'événements, alors il peut y avoir en plus d'événements parallèles, des branchements, etc. Mais encore une fois, on n'a mis que les événements. On va mettre les commandes. Donc les commandes, c'est quelles sont les actions, quelles sont les opérations qui se sont déroulées, qui à un moment donné ont déclenché cet événement. On fait que cet événement s'est produit. Post-it bleu. Et pareil, donc vous reprenez votre workflow, on refait des petits groupes, de préférence pas les mêmes personnes, parce que c'est toujours bien de mixer un petit peu les groupes pour casser enfin pas casser la dynamique, mais créer une dynamique un petit peu différente à chaque fois. Et on va rajouter sur ces événements quelles sont les commandes qui se déroulent. Et vous reprenez tout votre workflow. Une fois qu'on a mis les commandes, on va passer aux acteurs. Donc quels sont les gens qui interviennent? Alors les gens, pour le coup les acteurs, c'est peut être des gens et des systèmes, mais il y a un autre post-it de représentation quand c'est un système. Quand je dis un système, ça peut être quelque chose d'automatique, un cron ou quoi, quelque chose qui va déclencher quelque chose, un événement dans le système. Donc on va mettre en place les acteurs. Du coup, on se retrouve avec une carte de plus en plus précise. On a les événements, les commandes qui les ont déclenchés, et les personnes ou les systèmes qui sont intervenus pour déclencher ces événements. Et là, encore une fois, tous les gens participent. Donc, je sais que souvent, régulièrement, côté IT, ils vont plus avoir la connaissance technique et se dire, bah là, il y a tel cron. Et perdez pas de temps à vouloir identifier de manière trop précise quels sont les noms des éléments qui interviennent. C'est-à-dire, je veux savoir concrètement si c'est un acteur, je veux savoir si c'est un utilisateur de telle application. Si c'est chez nous quelqu'un qui est dans le contrôle d'authentification en entrée. J'ai pas besoin de savoir exactement quelle est sa spécialité ou autre. Pour un élément du système, c'est pareil. Si c'est un élément du système qui provoque cet événement, enfin, qui déclenche cette commande, qui exécute cette commande, j'ai pas besoin d'avoir le nom précis du système ou essayer de prendre des trucs un peu généraux. Parce que si vous commencez à aller chercher trop le nom des éléments, on va rentrer très vite dans du détail, on va faire un zoom qui à ce moment-là n'a pas forcément d'importance. L'autre élément important, c'est le résultat. Donc le résultat, content, pas content, triste, neutre, peu importe, mais quand cet événement s'est déclenché, quel est l'état d'esprit, qu'est-ce que ça provoque chez mon utilisateur? Concrètement, j'ai mis mon produit dans un panier, est-ce que je suis content ou pas? Euh, non, je suis client, je suis content, je voulais l'avoir dans le panier. Et qu'est-ce qui se passe derrière aussi? Un événement de je veux le retirer du panier, ça marche pas, ou je veux changer la quantité, c'est pas possible de manière simple. Enfin, mais essayer de bien faire ressortir quel est le résultat. Donc, je vous ai mis un petit exemple, je l'ai mis en tout petit, je sais que c'est pas très lisible, mais c'est fait exprès parce que pour le coup, je peux pas trop partager le détail de ce qui se passe là-dedans. Ça, c'est le résultat du premier event storming qu'on a fait. Alors, ce schéma-là, on a mis 8 heures pour le faire. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et il a une valeur énorme. Au début, je vous avoue que les gens, quand je leur ai dit, allez, encore un dernier atelier, on a presque fini, ça commençait à être difficile. Mais aujourd'hui, c'était il y a quelques mois, mais on l'a beaucoup utilisé. On l'a beaucoup, beaucoup utilisé. Il a permis régulièrement de revenir dessus, de se dire, ah oui, non, mais c'est vrai que c'est ça qui se passait. C'est là-dessus qu'on avait dit qu'on allait travailler. Et donc là, il y a des éléments en plus qui apparaissent. Les petits post-it rouges, généralement, c'est des observations ou des questions de dire, ah, ce truc-là, on n'est pas sûr. Ce truc-là, est-ce que c'est important? On va pas aller dans le détail aujourd'hui, mais on y reviendra à un moment donné. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez une cartographie de commencer aujourd'hui. Et il y a encore des questions à se poser, deux qui sont super importantes, qui sont où est-ce qu'on crée de la valeur? Dans tout ce schéma-là, quels sont les endroits où on se dit, ça c'est super important, et à cet endroit-là, on est en train de créer de la valeur pour notre client ou pour l'entreprise. Donc, cette question, elle est importante parce que, quoi qu'il arrive, qu'elle soit enfin, ça peut avoir plusieurs conséquences, mais ça peut être, on va vouloir l'optimiser, parce qu'aujourd'hui, ça fait sens de l'optimiser, on peut aller plus loin, ou alors, quoi qu'on fasse, assurez-vous de ne pas foutre le bordel là-dedans. C'est-à-dire, ce truc-là, il ne faut pas que ça casse. Il y a peut-être d'autres endroits où c'est moins touchy, mais à cet endroit-là, on sait que c'est super important, donc allez pas casser ce truc. Et la question qui, moi, m'intéresse au moins autant, c'est quelles sont les parties du système qui vous donnent envie de pleurer. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a un énorme bonhomme pas content du tout. Alors pour info, l'énorme bonhomme pas content du tout, c'est toute la zone verte qui est en fond. Et donc quand j'ai posé la question, les gens ont réfléchi quelques minutes, ils ont dit, bah, en fait, tout ça, là, c'est horrible. Dans notre process, toute cette partie-là, c'est des maux de tête à chaque fois. Et on se rend compte clairement on a la moitié du process à peu près qui doit être amélioré. Enfin, il faut qu'on fasse des choses différemment, quoi. C'est-à-dire là, tous les gens qui étaient présents, quel que soit
leur rôle ou leur poste étaient d'accord pour dire ce truc-là, c'est pas bon. Voilà. Donc, ça donne des indications, du coup, certainement sur les premiers endroits où on va vouloir commencer à réfléchir, à se dire, ah ben, c'est peut-être là qu'il faut qu'on commence à attaquer le problème et qu'on cherche des choses à améliorer, des choses à changer. Euh, quelques éléments qui peuvent aider. Alors, juste avant, bon, conseil, par rapport à ce que je vous disais. Donc, celui-là a pris 8 heures. C'était le premier qu'on faisait. Donc, en même temps, c'est pas non plus complètement faux que ça prenne 8 heures, mais on s'est amélioré depuis. Mais surtout, ce qui s'est amélioré, c'est qu'on a réduit le scope beaucoup, beaucoup. Quand on fait un event storming, déjà, on ne le fait pas systématiquement. Sur les 3 ateliers, c'est le seul qu'on ne fait pas systématiquement, parce que des fois, on se dit, bah, en fait, cette partie du système, elle a déjà été faite, donc on a déjà le schéma. Des fois, on se dit, bah non, en fait, oui, aujourd'hui, juste en discutant, on n'a pas besoin forcément de le rematérialiser. Euh, on met le truc et en discutant entre nous, on a toutes les infos qu'il faut. J'avoue, personnellement, j'aime bien quand même faire un petit schéma, mais c'est très personnel et je ne force pas les gens à le faire s'ils me disent, non, Olivier, là-dessus, on n'en a pas besoin. Et donc, le deuxième élément super important, c'est la loi des 2 pieds qui a déjà été évoquée hier, qui est de plus en plus connue, je pense, aujourd'hui, mais que moi, je rappelle à chaque réunion ou atelier ou cérémonie ou quoi que ce soit. La règle des 2 pieds, elle est simple. Si vous, à un moment donné, vous êtes dans une réunion et que vous n'apprenez rien et vous n'avez rien à apporter, eh ben, allez faire autre chose. Allez faire un truc de productif. Ça sert à rien de perdre son temps. Et personne vous en voudra de dire, je suis désolé les gars, mais j'ai d'autres choses à faire qui, là, maintenant, sont plus importantes et j'ai rien à rajouter, j'ai rien à dire là, sur cet atelier. Euh, alors, pourquoi j'insiste sur celle-là? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on l'a tous vécu avec le passage en remote. Donc pour nous, il n'a pas été si difficile le passage en remote parce qu'on était déjà dans une dynamique où on avait la possibilité de travailler ailleurs qu'au bureau. Donc on avait déjà une certaine dynamique de remote, mais quand même, sur les ateliers en tout cas, on était quand même principalement au même endroit. Et l'une des premières choses, moi, qui m'a marqué et qui m'a demandé beaucoup de travail en termes d'énergie mise dans la préparation et dans la facilitation des ateliers, c'est qu'en remote, quand vous avez les gens en présentiel, on peut se mettre d'accord sur des règles de base. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on n'amène pas son PC? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que le téléphone il reste dans la poche? Ou pas. Mais en tout cas, on décide dès le début et chacun est responsable de sa concentration et de sa participation. Quand on est en remote, les gens sont derrière leur écran, ailleurs, avec Slack, avec les mails, avec WhatsApp, avec je ne sais quoi, avec leur idée pour coder derrière ou avec leur tableau de bord pour faire leurs analyses statistiques. Enfin bref, énormément de choses qui vont attirer leur attention. Alors, je dis pas que les gens n'ont pas envie de participer au truc, c'est juste que c'est beaucoup plus difficile. Et même moi, je me rends compte avec moi déjà. Quand je fais une rétrospective avec une équipe, il m'arrive des fois à avoir un Slack qui pop et je me dis, ah bah attends, on me pose une question, je vais aller regarder. Et non, en fait, il n'y a pas besoin, il faut couper ce truc-là. C'est-à-dire, si je réponds pas pendant 1 heure et demie, c'est pas grave, quoi. Donc la concentration des gens sur les ateliers à distance est plus difficile. Et la loi des 2 pieds est très importante parce que souvent les gens osent pas trop. Ils sont connectés et ils se disent bon, je suis connecté, j'ai coupé mon micro et ma caméra, je peux faire autre chose, c'est pas grave. Mais et c'est pas méchant, c'est souvent ils osent pas trop se dire bon, ben je me déconnecte. Le fait de le dire dès le début, les gars, il n'y a pas de souci. Si à un moment donné il faut partir, on part. Allez-y. Ça permet de déstresser la situation. Euh, euh, donc, une fois qu'on a fait ces 2 ateliers, la Lightning Session, alors qui s'appelle Lightning Talk au départ chez Google, pourquoi on l'a appelé Lightning Session? Juste parce que je me suis trompé quand je l'ai retranscrit. J'avais gardé Lightning Session en tête, mais c'est Lightning Talk euh, tel que présenté par Google. Donc on a fait le Lightning Session où on a une idée de l'objectif, on a fait un event storming où on a une carte, et donc là, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu cette image en fond, c'est que on a notre carte Google, j'ai choisi où je veux aller, mais je ne sais pas comment j'y vais. Et je ne sais pas comment j'y vais, on a besoin de définir le chemin qu'on va prendre. Et sachant que de la même manière que lorsque vous utilisez une application telle que Google ou autre pour choisir votre chemin, il va vous proposer différentes options en fonction de si j'y vais en voiture, si je vais en transport, si je vais à pied, à vélo. Et même sur un même moyen de transport, il y a différents chemins avec différentes contraintes. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Ou alors, c'est tout aussi rapide, mais peut-être qu'il y a des coins qui vous intéressent un petit peu plus sur ce chemin-là, vous avez envie de visiter. Donc, il va falloir définir ce ou ces chemins, et puis à un moment donné, il faudra en choisir un, et se dire, on y va. Et de la même manière, encore une fois, que lorsque vous avancez avec, je garde l'exemple de Google Maps, parce que c'est personnellement ce que j'utilise, à un moment donné, si vous pouvez décider de dire, ah ben non, mais finalement, là,
Je vais pas prendre à droite, je vais continuer tout droit. Et le chemin, il va se réadapter. On va pouvoir recalculer, OK, le nouveau chemin pour arriver à la destination en se disant, bah, finalement, c'est là que j'ai décidé, par là que j'ai décidé de passer, et ça m'intéresse plus. Donc, pour travailler là-dessus, encore une fois, en incluant tout le monde, donc toutes les parties prenantes, on va faire un story mapping. Donc, le story mapping, ça consiste en quoi? Il passe par plusieurs étapes. Et la toute première étape pour faire un story mapping, déjà, c'est de savoir de qui on parle. Donc, qui est notre client? D'accord? Qui est la personne qui est intéressée par ça? Et ça, c'est donc définir des personas. Donc, rapidement, un persona, c'est une représentation type d'un client, d'un utilisateur de votre système. Donc, vous pouvez faire une description très simple. Par exemple, dans mon cas, Olivier, coach agile, bah, c'est un persona. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. C'est très limité, mais ça donne déjà quelques informations. Coach agile, ça veut dire que certainement, je vais être intéressé par des communautés agiles ou des sujets autour de l'agilité. Par contre, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut définir un statut social, un rôle, une situation financière, des intérêts personnels, toutes les informations en fait qui vont vous donner des indications sur le comportement de l'utilisateur et comment cette situation va influencer son utilisation de votre application. Donc déjà, définissez les personas. Deuxième étape, on va raconter une histoire. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle le story mapping. On va raconter une histoire sur cet utilisateur. Alors là, on se projette sur le futur, hein, encore une fois. C'est les choses que l'on veut mettre, que l'on veut voir lorsqu'on aura fait nos modifications. C'est qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Donc raconter une histoire sur quel va être le comportement de notre utilisateur. Quel est le comportement que l'on souhaite qu'il adopte. Et du coup, c'est ça la question. C'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il adopte ce comportement-là. Donc on va vraiment se baser pas sur le qu'est-ce qu'il va faire, enfin pas sur les features, les fonctionnalités qu'il va utiliser, mais l'activité qu'il va réaliser. Et donc, effectivement, on est en 3 étapes. On a des objectifs. Par exemple, mon utilisateur veut acheter un produit. D'accord? Il veut acheter un set de scie vert. Super. Ça, c'est un objectif. Pour acheter ce set-là, il va enchaîner plusieurs activités. Donc, il va venir sur mon site, il va aller regarder si je vends des verres et quel type de verre. Et puis après, il va certainement sélectionner un verre, passer au panier, etc. Et pour chacune de ces activités, bah, il va y avoir des tâches ou story. Donc, story ou quel que soit le nom que vous leur donniez, peu importe. Personnellement, user story, c'est très bien si ça convient à tout le monde, mais si c'est autre chose, on s'en fout. L'important, c'est que tout le monde soit d'accord et comprenne que le format est le bon et soit aligné avec. Et donc, on va décliner aussi ces activités en story. Donc, si je reprends mon même exemple, une fois qu'il est sur mon site et il va vouloir chercher son produit, ben, il y a énormément de façons de le faire, hein, chercher un produit. Et ça peut être, j'ai un champ de recherche et du coup, je vais aller taper le nom. Ça peut être des techniques un peu de hot filters, comme on appelle, où petit à petit, je vais sélectionner des filtres qui s'ajoutent et qui vont limiter le nombre de produits affichés. Ou ça peut être juste, ben, en fait, il n'y a pas de recherche. Je lui affiche mon catalogue, il va parcourir mon catalogue et puis il se débrouille pour trouver les produits qu'il veut. Donc, il y a du pour et du contre à chaque fois. Et en fonction de votre situation, il y a des éléments qui seront plus ou moins intéressants. Mais donc, on va créer des drafts de user story. C'est là où je veux en venir. On n'essaie pas d'aller dans le détail précis de comment ça va se passer, etc. Ce que je veux, c'est avoir une idée de ces activités et des actions qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Super important, évidemment, focus sur l'impact business. Et ça, c'est une discussion que j'ai qui souvent, enfin souvent, oui, si quand même. Quand je discute de ça avec des développeurs, ils sont pas forcément toujours tellement d'accord avec ça. Mais si ça n'a pas d'impact business, si ça n'a pas d'impact direct, si on n'est pas capable d'expliquer comment ça va améliorer la situation, bah, peut-être qu'il ne faut pas le faire en fait. Ça a l'air très bien, mais peut-être qu'il ne faut pas le faire. C'est peut-être pas le bon moment ou si on ne sait pas expliquer, il n'y a pas de raison, quoi. Ça a l'air peut-être très fun et très funky, mais aujourd'hui, c'est pas ce dont on a besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le faire, mais c'est peut-être pas le moment de le faire. Il y a d'autres instances pour faire ça. On peut rentrer dans des idées de chapter week, enfin de semaine de l'innovation comme dans le CIF, etc. Donc, se concentrer sur l'impact business. Et pourquoi? Parce que vous allez certainement vous retrouver avec beaucoup de users. En fonction du nombre de personnes qui participent et de la créativité ou de la connaissance de chacun, vous pouvez vous retrouver avec énormément de stories. Et à un moment donné, il va falloir les classer, il va falloir faire des choix. Et donc, déjà, réfléchir à l'impact business est super important et vous avez tous les gens sur place pour le faire. Donc, ce que j'aime bien faire, il y a un atelier qui est assez connu qui s'appelle l'example mapping, qui est très efficace,
Une fois que vous avez vos drafts de user story, vous les posez, vous utilisez l'example mapping. Je vous laisserai regarder ce que c'est si vous ne connaissez pas, mais c'est vrai que c'est très efficace. Moi, globalement, à la fin de ces ateliers, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une simple matrice et on dit, bah voilà, impact business, faisabilité. Alors là, j'ai marqué coût. C'est assez maladroit parce que c'était au début, j'aime plus trop mettre le coût parce que sinon on va trop vite dans des détails. C'est juste faisabilité. Est-ce que c'est jouable ou pas? Et donc, on va positionner l'ensemble des user stories sur cette matrice pour pouvoir se dire, bah, concrètement, coût élevé, impact business faible, autant dire qu'on ne fera pas. Coût faible, impact business élevé, c'est certainement les premiers trucs sur lesquels il faut qu'on se concentre. Et puis après, on a une diagonale et puis on va essayer de voir comment ça se passe pour le reste. Mais donc, à la fin de l'atelier, passons par cette étape-là, classification un petit peu des tâches. Ensuite, il va falloir créer des itérations. Le story mapping, l'idée, c'est que quand on sort de cet atelier-là, on a une route et du coup, on peut commencer à se dire, ben voilà les premiers éléments et puis ceux qui viennent derrière. Donc, planifier, on va pas planifier 6 mois de travail, ça n'a aucun intérêt, mais par contre, planifier 2, 3, 4 itérations, ça peut être sympa au moins pour avoir une première idée de voilà les éléments et les objectifs d'itération qu'on va mettre en place. Et sur la base de ces objectifs, ben, sélectionner les groupes de tâches, les groupes de story qui vont permettre d'y répondre. Alors, pour le coup, là, dans l'alignement, quand vous mettez vos post-it, si vous avez un outil qui vous permet de le faire, il y en a plein en remote, donc ça pose pas de problème normalement. Alors pour info, ces images-là, elles viennent de Miro. Je fais ça avec Miro. On va les poser par ordre de priorité. Et donc, comme vous le voyez, en fonction des activités, là par exemple, j'ai un trou au milieu, parce que ça sera ma deuxième itération. Mais sur ma deuxième itération, cet élément-là, on s'est dit, il est moins prioritaire, donc on le repoussera plus tard. Mais là, du coup, j'ai déjà créé des itérations. J'ai itération 1, itération 2, itération 3, qui sont les unes derrière les autres. Et je sais déjà, j'ai une vision globale de ce qu'on va travailler. Réduire la complexité, alors ça, c'est la partie qui est compliquée, qui nous a posé beaucoup de problèmes au début. On se retrouvait à vouloir tout prendre en même temps. Et donc, quand je parlais des objectifs et des activités de l'utilisateur, il va y avoir des branchements en fonction des situations de je peux faire ça, j'ai plus mon produit, qu'est-ce qui se passe? Mon produit, il est disponible, mais livraison à 1 jour ou à 10 jours. Donc, il y a plein de branches qui peuvent se créer. D'accord? Et il ne faut pas essayer de les faire tout en même temps. En tout cas, je déconseille d'essayer de les faire tout en même temps. C'est très compliqué, ça rajoute de la complexité pour rien, et vous allez perdre des gens. Donc, de la même manière que pour l'eventstorming, comme je disais avant, faire un atelier en présentiel, en général, ça se passe plutôt bien, on explique aux gens pourquoi on le fait, et les gens, globalement, sont plutôt moteurs. Faire un atelier en remote, ça se fait, mais il faut que ça se prépare encore plus. Bon, il faut avoir un agenda, être un peu plus précis, bien expliquer aux gens pourquoi c'est important qu'ils viennent, quels vont être l'enchaînement des activités, etc. Avoir un atelier en remote qui dure plusieurs heures, c'est mission impossible. Moi, personnellement, je n'y crois pas. J'ai remarqué qu'au bout d'1 heure et demie, déjà, les gens commencent à décrocher. Même en faisant des pauses, on a fait des ateliers de 3-4 heures, je me rends compte que même avec des pauses, c'est super compliqué parce qu'on perd le focus. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie. Être derrière un écran, à discuter avec des gens et plus les perturbations qu'il y a autour, ça demande beaucoup d'énergie et il y a une fatigue mentale qui se met en place. Donc, un chemin à la fois, commencez par le cas nominal, faites un story mapping dessus, et puis refaites une session pour les autres, et c'est pas grave. Et on va voir les autres cas les uns derrière les autres. Mais si vous faites tout en un seul atelier, ça va être difficile. Et le dernier point qui est important, c'est se rendre compte que c'est pas une bonne idée, c'est cool en fait. Il va falloir que j'accélère un peu, je suis en train de regarder l'heure, mais se rendre compte que c'est pas une bonne idée, c'est super bien. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça nous est arrivé le deuxième story mapping qu'on a fait. Au bout d'à peu près 1 heure de discussion, plus des ateliers qu'il y a eu avant, hein, il y a eu une question d'un PO qui a tourné. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas mature. On pouvait pas faire Donc, on était bien avancé, on avait déjà des activités, des user stories, des drafts de certains user stories qui étaient en place. Et sur un point précis, on s'est dit, ah, mais ça, on sait pas en fait. Et le problème, c'est que ce point remettait en question tout le reste. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Pas mal de gens qui étaient assez déçus, mais j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, c'est cool. On a détecté un truc en travaillant tous ensemble, quoi. Si on n'avait pas fait ça tous ensemble, on s'en serait pas rendu compte. On serait parti la tête dans le guidon, il y aurait eu des problèmes de com, on aurait commencé à faire des trucs, et puis après on s'était engagé, et du coup enfin, ça aurait été un vrai bordel. J'ai dit des gros mots, Nicole sera pas contente. Mais, donc, se rendre compte que c'est pas le moment, c'est pas clair, c'est une bonne chose, c'est positif. Donc, faut pas se désespérer par ça. C'est quelque chose. Vaut mieux s'en rendre compte là maintenant tous ensemble. Le dernier atelier, c'est l'example mapping. Alors celui-là, il va faire un deep dive. Là, on va aller dans le détail des différentes stories qu'on a définies lors du story mapping. On a un groupe un peu plus réduit en général, en tout cas c'est le cas de notre côté.
pour aller voir le détail des stories et essayer de les définir avant de commencer à travailler dessus. Alors, on va essayer d'aller au niveau de détail qui est suffisant pour que tout le monde soit satisfait. Donc, comment ça se passe? On prend une user story. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Sur cette user story, on demande à la personne, donc le sponsor côté business, donc qui participe encore une fois. Ces ateliers, c'est avec tout le monde, tous ceux qui sont concernés par le sujet. Donc, il vient, il va réexpliquer. Même si on a déjà vu, c'est voilà, quel est l'objectif de ce truc-là, pourquoi on veut le faire. Et là, on fait une session de questions. Donc, tout le monde posait toutes les questions pour retravailler sur cette story-là. Est-ce que c'est clair? Et l'objectif de ces questions, il est très précis, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les limites et les contraintes de cette story-là. C'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller, mais qu'est-ce que ça ne comprend pas, qu'est-ce que ça ne contient pas. Et une fois qu'on aura posé toutes ces questions, il y a des critères d'acceptance qui vont ressortir. Donc, au fur et à mesure, on est en train de définir comment est-ce qu'on va valider que cette story-là est bonne, qu'elle a été bien réalisée. Et vous voyez certainement où je veux en venir. Une fois qu'on a ces critères d'acceptance, eh ben, on va réfléchir tous ensemble et chercher des exemples de situations réelles. Je vous donne un exemple. On doit envoyer un colis, d'accord? L'utilisateur a 14 jours pour dire si il est content ou pas. L'utilisateur, l'acheteur a 14 jours pour dire s'il est content ou pas. Très bien. Il a fait son achat un jeudi à 14h12. Est-ce que ces 14 jours, c'est à 14h12, 14 jours plus tard? Est-ce que c'est 13 jours à minuit? Est-ce que c'est 14 jours à minuit? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va itérer au maximum avec tous les gens qui sont sur place. Et tant que quelqu'un a une idée d'un truc, d'une situation qui pourrait se passer, eh ben on continue à itérer. Et chacun de ces exemples, en fait, c'est un test de validation. Là, on est en train de définir comment est-ce qu'on va valider ce qu'on a réalisé. Et donc, encore une fois, de manière collaborative, avec tout le monde présent, on peut discuter, rebondir, dire oui, non, mais ça, d'accord, ok, non, mais t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Et des fois, il y a des réponses qui vont se faire toutes seules parce qu'on a tout. Donc, c'est là, du coup, de la création collaborative de user story. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a supprimé le côté le PO écrit. Le PO rédige des user stories, il faut arrêter de dire ça. Le travail du PO, c'est pas de rédiger des user stories. Et je pense que s'il le fait tout seul, déjà, on n'est pas bien, quoi. Il y a eu une erreur au départ. C'est un travail qu'il doit faire avec tout le monde. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire PO dans des périodes de transition. Il y a un PO qui part et du coup, j'aide une équipe en attendant. J'ai jamais écrit une ligne dans une user story tout seul. Jamais. Et des fois, même, c'est même pas moi qui écris. Je leur laisse la main. Je dis, bah, écoutez, hop, on est sur un document partagé. Ça sert à rien que je retranscris. Je vais faire que écrire ce que vous me dites. Donc, cette partie-là, ça permet d'avoir les gens tous ensemble pour détailler ces user stories. Et du coup, ça implique tout le monde aussi. Je trouve que c'est super important pour casser cette histoire de silo que les gens participent à l'ensemble des activités. Alors, quelques mots sur cet atelier-là. La dynamique n'est pas évidente. Et ça, pareil, ça va dépendre des équipes. J'ai des équipes avec qui c'est très fluide et la dynamique de l'équipe elle-même est déjà très bonne et ça va se faire tout seul. Il y a d'autres équipes où c'est très, très compliqué. Et je me rappelle notamment d'une des équipes on a un PO qui est de super bonne volonté, un très bon PO, qui est de très bonne volonté. Et il est arrivé, il a juste posé les drafts de user story, il a dit, bah, les gars, question, qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des réactions? Et calme plat. C'est-à-dire que là, on avait encéphalogramme personne n'a réagi, et ils sont allés tout de suite sur des questions techniques. Et c'est pas grave, hein. On est parti de ces questions techniques, on a réussi à lancer la dynamique petit à petit, mais faut pas se désespérer. Si les premières fois où vous le faites, ça peut être difficile de lancer la dynamique. Il faut continuer à poser des questions aux gens. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est, donc pour ceux qui connaissent, il y a le Ishikawa diagramme qui permet de faire de la root cause analysis. Le principe de ce truc-là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche pas bien? Qu'est-ce qu'on fait pour que cette story soit mal faite ou ne donne pas le résultat escompté? En général, on est beaucoup plus créatif pour trouver des trucs qui vont pas bien, parce que si ça va bien, ben, c'est normal et on n'y pense pas forcément, qu'on va pas l'exprimer. Les trois amigos, pour ceux qui connaissent pas, trois amigos, c'est extrêmement efficace. Donc, trois amigos, on prend, en général, c'est connu comme PO, QA et IT, mais trois amigos, pour moi, c'est juste un nom. C'est pas qu'on est juste trois. C'est que on a encore une fois, les différents rôles qui sont représentés. Donc, les trois amigos, super important dans cet atelier, et j'aime bien que la QA lead un peu l'atelier. Les personnes qui sont spécialisées sur la QA, j'aime bien qu'ils prennent un petit peu le lead sur cet atelier-là, parce que ça permet souvent, ils ont plus d'input et ils vont aller chercher des infos et faire réagir les gens. Autre intérêt de cet atelier, c'est que c'est un bon moyen de splitter les user stories. Et là, j'ai un exemple que je peux vous donner, ce qui m'est arrivé là cette semaine, en l'occurrence.
on est en train de changer quelque chose sur les fees, bref, ce qu'on fait payer pour de l'authentification, peu importe les détails. Et en fait, ce changement-là, en soi, c'est une ligne de code, enfin, c'est une règle dans un moteur de règles. Mais par contre, il va y avoir une validation sur, de mémoire, 12 devises différentes. Et quand on a discuté avec la QA, enfin, quand on a discuté au début, côté a utilisé, donc ça c'est super simple, pas de souci, ça nous prend 5 minutes. Et côté QA, il a dit, hop, 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 attention, parce que il va me falloir des produits différents, il va falloir changer de langue à chaque fois, potentiellement changer de compte utilisateur, etc. Et donc on a fini par faire un split en 12 user stories. On a une user story pour chacune des devises où on va faire la modification, tester, valider, et de manière beaucoup plus fine, on a quelque chose qui va arriver en done. Donc au lieu d'avoir une grosse user story avec une validation pour chacune des currencies, ben, on en fait une différente pour chaque currency. Je ne dis pas que c'était forcément ce qu'il fallait faire, mais déjà ça a permis de réduire la complexité de la story. Donc c'est ça qui nous a permis de la split. Dernier point, n'oubliez pas les non-functional requirements. Donc ça, c'est des questions plutôt très techniques, mais souvent on a tendance à les oublier, du style, si je rentre bien sur le chat, c'est est-ce que notre système va être capable de gérer la charge aujourd'hui? Est-ce qu'il va gérer la charge? Est-ce que ça va pas péter, quoi? Donc ça, c'est un non-functional requirement. C'est important aussi d'y réfléchir quand on fait cet example mapping parce que ça peut influencer la manière dont on va vouloir implémenter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on part des tests et on revient vers l'implémentation au lieu de faire le schéma inverse qui est plutôt le schéma classique. Et donc on se rapproche du BDD, en l'occurrence, comportement. Une fois qu'on a bien validé ces comportements, comment est-ce qu'on fait pour les implémenter? Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, est-ce que ça marche vraiment? Et ça va, j'aurais pas pris plus de temps. Est-ce que ça marche vraiment tout ce que je viens de dire? Donc je passe, on prend du temps après pour les questions si vous en avez. Je suis désolé j'ai parlé trop, mais je m'en doutais. Ça prend du temps. Ça, c'est le premier truc qui est super important. Ça prend du temps. Il faut pas se désespérer, quoi. Comme n'importe quel changement dans la manière de faire, à un moment donné, il va falloir être super patient. Il va falloir répéter les choses. Il va falloir accompagner les gens. Et il va y avoir des allers-retours. C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière et puis on va relancer. Et puis, au bout d'un moment, soit ça prend et ça veut dire que c'était la bonne chose à faire, soit ça prend pas et il faut arrêter. Et c'est pas grave, quoi. Et cherchons une autre technique et abordons un autre sujet. Mais en tout cas, soyez patient parce que ça va prendre du temps. L'un de vos plus gros ennemis, c'est la culture d'entreprise. Ça, c'est un fait. Si vous êtes dans une entreprise où très rapidement, on va mettre des deadlines, du stress, il faut sortir les trucs, les gens vont repartir globalement sur la manière de faire actuelle parce qu'on la connaît, on la maîtrise. Et on a l'impression que, même si elle n'est pas parfaite et même si on la critique beaucoup, au moins c'est un environnement connu. Là, le fait de changer, on ne sait pas trop comment ça va se passer, ça peut mettre plus longtemps, est-ce que ça va être plus efficace, mais en fait, peut-être pas, et peut-être qu'on fait fausse route. Et du coup, la culture d'entreprise va être super importante. Il faut des endroits où on laisse les gens, où on a confiance pour changer les choses et où ils sont accompagnés et ils ont le support de l'entreprise. Et du coup, mon conseil, c'est la troisième ligne, c'est trouver des sponsors qui soient forts. Moi, aujourd'hui, mon sponsor le plus fort, c'est la personne donc c'est mon responsable qui est le CTO et qui, du coup, est une personne vraiment convaincue par l'approche, le mindset agile. Et là, sur ces ateliers-là, j'avais besoin de quelqu'un qui ait aussi suffisamment de poids côté business. Et là, c'est le CPO, donc le Chief Product Officer. Ces 4 ateliers, en fait, on s'est mis tous les deux pendant 1 heure dans une salle. On a réfléchi ensemble et on a ressorti ce schéma de 4 ateliers entre ce que lui, il avait testé avant, ses connaissances et les miennes. Et donc, le fait d'avoir ces 2 sponsors très forts, ça nous a permis de mettre en place toutes ces choses-là. Alors, je vais pas vous mentir, on fait pas tout le temps. Et comme je vous disais, l'event storming est quelque chose qui se fait de manière de plus en plus ponctuelle. On en a moins besoin qu'avant, ou en tout cas, on en voit moins l'intérêt. Mais par contre, Lightning Session, super efficace. Les retours sont très positifs. Les gens adorent le fait que le business vienne et prenne le temps d'expliquer les choses et de pouvoir discuter directement avec eux. Story mapping, c'est quelque chose qui prend forme, mais qui est encore un peu compliqué. Il y a une dynamique qui est un petit peu difficile à mettre en place et où les gens sont à l'aise dessus. Mais par contre, l'intérêt est compris. C'est-à-dire que les gens voient bien et ça clarifie quand même beaucoup. L'example mapping, pareil, super succès. Ça, c'est toutes les équipes qui ont vraiment adopté ça à fond. Il y en a qui travaillent plus sur une story avant d'avoir fait un example mapping et qui me disent ah oui, carrément, on fait en 3 amigos, un example mapping, on discute avec le métier et on arrive à définir les choses de manière beaucoup plus efficace.
Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous ai mis un petit lien vers un QR code si vous voulez faire un feedback sur OTI Express. Les mignonnes, c'est parce que j'adore ça. On m'a dit un jour tu vas avoir des problèmes de copyright, mais ça m'étonnerait que ce soit suffisamment diffusé pour qu'on en arrive là. Et puis, écoutez, je vais peut-être arrêter le partage maintenant. Euh, et si jamais il y a des questions, hop, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, j'ai une question qui a été posée. Donc, il y a 2 votes. Les 4 ateliers sont-ils à dérouler dans l'ordre de la présentation pour peu qu'on les implémente tous? Donc, Alors, ouais, il y a un sens, hein. C'est-à-dire que chaque atelier va amener quelque chose de plus par rapport au précédent. C'est-à-dire que si vous faites un example mapping mais qu'on n'a pas fait de story mapping, on n'a pas déjà le draft des user stories. Soit vous faites pas de story mapping et vous décidez d'utiliser une autre technique et c'est tout à fait valable. Mais par contre, faire l'example mapping avant le story mapping, ce serait compliqué. De la même manière, faire l'event storming après un story mapping, on a loupé un truc parce on n'avait pas la vision du système avant de, avant de réfléchir à la suite. Donc oui, l'ordre est important. Ouais. Ouais. En tout cas, dans mon expérience, si quelqu'un a une autre expérience, je suis tout, mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. n'hésitez pas, Sacha, à activer votre micro. Ouais, super. Bonjour. Je trouvais ça plus cool de la poser en live que de l'écrire dans la Q&A. Ouais, pas beaucoup. carrément. Super. Écoute, moi je suis coach agile chez Cdiscount. On a pas mal de méthodes que tu as expliquées en déploiement. Et j'ai une petite question pour toi, là, c'est plus pour voir par rapport à ce que tu as expliqué sur le story mapping, on fait la même chose. Et je me suis posé la question, là, quand tu as dit il faut choisir les chemins les plus simples. Moi, j'étais plutôt à trouver les chemins les plus longs. Alors, pas forcément les plus compliqués, mais les plus longs, pour essayer d'avoir tous les cas, hein, comme tu dis. Ouais. Et en écoutant ce que tu me disais, je me disais, mais en fait, c'est vrai que dans son cas, là, il a quand même des trucs qui sont des ramifications. Et je me demandais si le story mapping, c'était pas le plus simple pour faire ça. Et pourquoi on n'utiliserait pas plus des user flow? Voilà, c'est ce que je me demandais. Tu vois? Alors, Un user flow, c'est plus avec les différentes flèches des choix que les utilisateurs peuvent faire et faire un mix entre les deux, quoi, avec des activités. Alors, je ne connais pas particulièrement le user flow. Alors après, je me suis mal exprimé. Quand j'ai dit le chemin le plus simple, quand je parlais du cas nominal, c'est-à-dire celui qui se présente le plus souvent, quoi. Je pensais plus à prioriser les chemins en fonction de leur importance aujourd'hui sur l'impact de notre activité. C'est-à-dire si celui-là, ça a l'air d'être le premier sur lequel il faut qu'on travaille, bah, commençons par celui-là et après on verra les autres. Mais simple n'était pas le bon mot pour le coup. Le plus important, quoi. Par contre, les user flow, je connais pas. Je connais pas ce truc-là. Du coup, je vais me le noter. C'est un peu c'est l'histoire de l'utilisateur, mais plus avec un enchaînement d'écran ou des choses comme ça, quoi. Après, de toute façon, encore une fois, ces ateliers-là, il y a plein d'autres options, effectivement, et qui sont certainement tout aussi efficaces. Quand je pense à l'event storming, il y a le value stream mapping qui ressemble énormément et qui est top, hein. Moi, j'adore ce truc. Et ce que j'aime bien dans le value stream mapping, c'est qu'en plus, tu vas rajouter la notion de lead time et de temps de cycle qui donne une information qui a beaucoup de valeur sur est-ce que ça se passe bien ce qu'on fait, quoi. Est-ce que notre process est efficace et est-ce qu'il ne faut pas qu'on change un truc. Mais ouais. Bon, voilà, moi c'était juste un partage en me disant que on avait à peu près les mêmes étapes et que là, en t'écoutant en live, je me disais tiens, je remplacerais bien des story mapping des fois par un user flow. Voilà. Et ben, merci beaucoup. C'est déjà et donc vous, c'est un truc que vous avez commencé il y a longtemps ou ça fait 1 an comme toi. ces étapes-là? 1 an, ouais. Ça marche bien? Comme toi en fait, ça marche bien au début et puis après le story mapping quand ils en ont fait 3-4, tu sens que voilà, c'est un peu c'est compliqué. la barbe, quoi. C'est bon, on a déjà fait. Faut prendre le temps d'accompagner les gens. Ça, c'est toujours pareil. On nous recommandait des sessions vraiment très courtes pour l'event storming notamment et pour le story mapping, 45 minutes, 1 heure et demie max.
Ouais. Parfois même, surtout dans les brainstorming, on recommandait carrément d'arracher tout une fois qu'on l'a fini et recommencer, juste pour essayer, être sûr qu'on avait bien fait les choses, mais ce n'est pas simple. Merci beaucoup pour la participation et pour la question, Sacha. On avait encore une question concernant le partage des slides. Est-ce qu'il... voilà, il Oui, n'y a pas pas de de souci. souci. Donc, Oui, ça, je les enverrai. Vous les avez côté organisation et il sinon, n'y a pas de souci. Donc, je peux vous les envoyer. juste pour rassurer tout le monde. Donc, OK, on vous les fera parvenir. Super. Merci encore. Et puis, vous. l'heure est bien avancée. Donc, on va prendre une pause avant de se retrouver cet après-midi pour la suite des festivités. Merci encore à tous. Merci, Olivier. Merci et bon appétit.